On va pouvoir redémarrer. Bien, bonjour à tous. Cécilia Solal de l'ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire. On va passer ce début d'après-midi avec 3 présentations. Pour finir, ce sera le helpdesk biocide qui reviendra sur scène pour vous présenter 2 questions reçues sur les sujets d'étiquetage. Ensuite, on aura aussi la présentation du docteur Puskarzik, du Centre antipoison de Grand Est, gestionnaire de la BNPC, la base nationale des produits et compositions, qui vous fera une présentation sur le fonctionnement et la gestion de la base avec le flux européen de déclaration sur le portail européen. Et on va commencer sans attendre par la présentation de Caroline Paul, qui est chef au bureau des produits chimiques environnement extérieur, et qui va vous présenter un panorama réglementaire des dernières données en date. Merci Cécilia. Rebonjour à tous. Donc, comment ça marche? Je vais vous parler de l'aspect réglementaire de la notification de la composition des produits chimiques au centre antipoison. Évolution de la réglementation nationale actuelle. Si j'arrive à trouver le bouton. C'est celui-là? Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc, révision du règlement, il est publié maintenant. 2 choses à signaler. L'article 45 qui prévoit cette notification sur les produits, la composition des produits chimiques aux autorités compétentes des États membres, et en l'occurrence les centres antipoison. C'est vraiment destiné, dans les titres au moins, à l'urgence, à pouvoir réagir en urgence. Mais c'est aussi destiné à la toxicovigilance. Et en France, c'est l'ANSES, comme vous le savez, qui était en charge de coordonner les actions de toxicovigilance. Alors, quelles modifications majeures dans le règlement? D'une part, un point vraiment essentiel. Il y a eu beaucoup de précisions, précisions qui manquaient dans le texte, mais surtout, ce point-là a fait l'objet de beaucoup de débats. C'est la définition du distributeur. En fait, le distributeur qui est concerné par la déclaration des compositions des produits, c'est le distributeur qui réétiquette ou qui renomme les produits. Évidemment, pourquoi? Parce que le produit change d'aspect, il n'a plus le même nom, notamment sur le marché, et il faut bien faire le lien pour le centre antipoison entre un nom et une composition. Donc, il faut qu'à un moment donné, si vous décidez de mettre un autre nom en tant que distributeur sur votre produit, il faut bien que ça soit indiqué et enregistré. Donc ça, c'est le point essentiel, la modification majeure. Après, on a des précisions qui sont apportées dans l'annexe 8, la grosse annexe 8, qui définit tout le contenu de la déclaration. Sur la déclaration des compositions conformes à une composition standard, on pense aux produits pétroliers, produits de construction qui sont mis en annexe de l'annexe 8, pour lesquels il y a un cadre de déclaration qui est bien établi. Et d'ailleurs, je dois remercier les syndicats professionnels qui ont participé à ces travaux, parce que c'est grâce à eux, en fait, et au centre antipoison, en négociation entre eux et le centre antipoison, qu'on a pu établir finalement une situation de consensus concernant cette déclaration pour avoir quelque chose de pas trop complexe, pas trop aberrant à déclarer au centre antipoison, qui servirait à rien si on allait dans toutes les précisions et qui serait impossible à gérer. Donc on a trouvé un juste milieu, je dirais, entre les besoins des centres antipoison et les travaux, et les connaissances et la difficulté qui pouvait se poser pour les metteurs sur le marché, lesquels cela aboutit à des propositions. Et pour la petite histoire, finalement, ce sont bien les propositions françaises qui avaient été acceptées, donc vos propositions, tous, qui ont été acceptées dans cette annexe 8. Alors, pas toutes, mais bon, au moins celle-là. Il y a aussi des précisions sur les données d'identification du produit, les marques, le nom du produit, et la prise en compte un peu plus précise des déclarations groupées. Alors, au niveau national, du coup, nous, on a dû prendre une loi
pour une loi dite DADU. C'est un petit nom pour dire diverses dispositions d'application au droit de l'Union européenne. Donc, et là, c'est la loi du 9 mars 2023, article 25, qui modifie la partie toxicovigilance du Code de la santé publique et un peu le Code du travail qui est concerné. On a toujours évolué au niveau national, en parallèle, Code du travail, Code de la santé, pour avoir la même prise en compte, enfin, une prise en compte de niveau équivalent pour les travailleurs et pour le grand public. On a bien intégré à tous les niveaux tout ce qui était référence au règlement CLP, notamment son article 45 et son annexe 8. On a supprimé tout ce qui était obsolète, qui était des résidus de l'ancienne réglementation. Je crois même qu'on avait encore des restes des anciennes directives qui traînaient un peu dans notre code. De 98 et 88 même et 68, c'est la substance et les préparations. Donc tout ça, on a simplifié et renvoyé sur CLP. Et surtout, on a réorganisé aussi la gestion des données de déclaration au niveau national. Alors, pour un petit tableau comparatif, pour expliquer, avant, on avait une déclaration obligatoire réalisée auprès de l'INRS via déclaration Synapse, et donc deux bases de données, celle de l'INRS, qui était plutôt orientée sur les produits à usage professionnel, et la base de données du centre antipoison de Nancy, qui était la base nationale, donc destinée à l'ensemble des centres antipoison français, des 8 centres antipoison français actuels, qui reprenait plutôt les produits grand public, mais aussi les produits travailleurs en partie. Mais l'air de rien, avec le temps, les deux bases, de toute façon, correspondaient. Ça n'avait plus de sens de continuer à entretenir deux bases de données. Et par ailleurs, a été mis en place au niveau européen le portail de déclaration européen et qui envoie désormais donc toutes vos déclarations au centre antipoison de Nancy. C'est lui qui va gérer, intégrer ces données dans ce qu'on appelle la BNPC, qui est la Banque nationale des produits et compositions, au niveau national, qui est ultra sécurisé, tout comme le transfert entre le portail et la BNPC. Et donc, voilà maintenant une seule base de données, celle du CAP de Nancy. Un accès, alors avant, on avait un accès qui était prévu aux acteurs du travail via le système Orfila, qui était limité à des cas par cas en quelque sorte. On ne pouvait pas faire d'études transversales ni rien. C'est la même chose maintenant, mais via un accès au SICAP. Alors, système Orfila, c'était une extraction de base. Là, on fait en quelque sorte un accès précis pour les préventeurs du travail qui sont désignés dans le Code du travail depuis toujours, d'ailleurs depuis 30 ans, hein, ça existe, mais bon, via le SICAP. C'est une adaptation qu'on fait de l'accès à la base de données. Auparavant, on avait aussi des obligations relatives à la déclaration des produits chimiques définies par un décret de 2014, plus un arrêté. Et là, maintenant, on renvoie directement aux modalités définies par l'annexe 8 du règlement CLP. Donc, concernant les exigences de déclaration, là, on applique CLP, c'est-à-dire qu'avant, c'était que fabricants, sous-entendu de substances, importateurs et utilisateurs en aval. Maintenant, les règles sont étendues aux distributeurs qui sont réétiqueteurs et réemballeurs. Alors, comme je vous disais, deux bases de données avant, plus qu'une seule désormais. Et puis, on garde la possibilité quand même pour l'INRS d'avoir accès à l'ensemble des données. Maintenant, l'INRS va gérer, enfin participer à l'exploitation de cette base de données pour effectuer ses missions au titre du Code du travail. Alors, en clair,
On abroge l'arrêté du 25 janvier 2017 pour les spécialistes qui donnait des règles de déclaration, mais je vous rassure, elles étaient quasiment les mêmes que celles qui finalement figurent dans CLP. On a eu beaucoup d'échanges à cet égard. Déjà en 2017, on savait vers quoi allait CLP. On savait que le règlement allait aussi dans le sens de nos exigences françaises de déclaration. Donc ça tombe bien, il n'y a pas de grands changements, vraiment pas de changement, quasiment sur la déclaration telle qu'elle est prévue actuellement. Et pour les modalités de déclaration, on se réfère au règlement de la même façon. Quant à ce qui concerne l'arrêté du 21 février 2022, qui est relatif au fonctionnement du système d'information des centres antipoison et de toxicovigilance, cet arrêté définit notamment le fonctionnement de la base de données, les accès. C'est un arrêté qu'on est en train de revoir justement en application de tout ce package réglementaire pour bien prévoir aussi cette réorganisation, comment l'INRS a accès aux données, quelles sont les garanties, les sécurités, et on doit le soumettre un projet très prochainement à la CNIL pour une publication qui aura lieu au fin du premier trimestre, normalement, si tout va bien, 2021, avec évidemment une révision des modalités d'accès aux données des préventeurs du travail. Alors, autre point important, là c'est la slide qui fâche, ça c'est le contrôle et les pénalités qui sont applicables, qui ont été revues. Donc, pour un peu s'harmoniser aussi avec le Code de l'environnement. Donc maintenant, ce sont les mêmes corps d'inspection qui étaient habilités à contrôler la mise en œuvre de REACH, qui sont habilités aussi à mettre en œuvre CLP au titre du Code de la santé publique. Et les amendes sont de même type aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai juste un petit point complémentaire. Je voulais rappeler juste une chose. Nous, on s'occupe plutôt des produits grand public, de la sécurité pour le public. Donc, il a été dit ce matin par Mme Croyère qu'on avait environ 90 000 cas de déclaration liés au centre antipoison d'intoxication ou d'exposition, on va dire, ce n'est pas toujours des intoxications graves, par an, donc qui sont faites. C'est tout ce qu'on peut faire pour améliorer donc l'information du public. Et le public, lui, il n'a pas de fiche de données de sécurité et il n'a pas non plus de formation obligatoire. Il n'a pas de notice à son poste de travail quand il bricole dans sa cuisine. Donc, pensez-y, c'est-à-dire que tout ce que vous pouvez faire aussi de votre... Et je sais que vous le faites pour beaucoup. Tout ce que vous pouvez porter comme information sur les dangers des produits que vous mettez sur le marché et sur la bonne façon de les utiliser et les choses qu'il ne faut pas faire, c'est toujours autant de cas en moins pour les centres antipoison chaque année. Voilà, je suis sûre que vous avez bien ça en tête de toute façon. Je laisse la parole à mon collègue du centre antipoison. Je te laisse. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation réglementaire. Donc, on va passer la parole au docteur Puskarzik, qui va vous présenter le mode de fonctionnement donc, de la BNPC, la façon dont elle est incrémentée par vos déclarations dans le portail européen. Merci, bonjour à tous. Donc, je remercie les organisateurs de la journée d'avoir permis finalement de venir vous faire ce retour d'expérience et puis partager des éléments de réflexion, de sensibilisation et puis peut-être des échanges fructueux pour essayer d'avoir une discussion pour tenter d'aller dans le bon sens et d'améliorer les choses. Donc moi, je suis médecin au centre antipoison à Nancy. Comme Madame Paul l'a très bien décrit, le CHU de Nancy est l'organisme désigné et il délègue cette gestion à son centre antipoison donc pour recevoir le flux de données européen des déclarations des produits chimiques. Donc il y a bien une base de données, une base nationale produits et compositions, une et entière, et ce n'est pas uniquement d'usage réservé strictement au centre antipoison de Nancy, mais bien sûr à l'ensemble des 8 centres antipoison et aussi des autorités de régulation et sanitaire qui sont prévues
par la réglementation, dont l'ANSES. Alors, cette diapo, elle fait probablement double emploi, ou en partie largement déjà évoqué par la présentation précédente. Vous avez les éléments de détail, sans vouloir tout reprendre. C'est pour vous montrer que finalement la situation d'aujourd'hui, c'est l'héritage d'une filiation de plusieurs décennies. Probablement, je n'ai pas de vision européenne très précise, mais probablement que la France fait partie des États membres actuels qui ont eu cette conscience de la prévention du risque chimique depuis très longtemps, avec deux versants, à la fois le versant de la santé publique et puis le versant de la santé au travail. Donc, comme ça a été dit depuis 2010 jusque tout récemment, il y avait un portail français, Déclaration Synapse, qui permettait, que nous avions mis en œuvre avec nos collègues de l'INRS, et qui permettait d'alimenter les deux bases métiers, donc la base nationale produits et composition pour le versant plus sanitaire, santé, grand public, et puis l'alimentation finalement de la base de données de l'INRS qui était destinée au monde du travail et aux préventeurs, l'INRS étant l'organisme désigné à l'époque. Et la mise en place donc, des dispositions européennes ont permis de simplifier finalement le paysage. Et aujourd'hui, il y a une seule base de produits qui va être utilisée par l'ensemble. Et bien sûr, nos collègues de l'INRS et le monde du travail et de prévention y accèdent donc directement à la BNPC. Alors en pratique, comment ça se passe ? Je pense que la plupart d'entre vous ont conscience de ces éléments. Je ne reviens pas sur l'annexe 8 que vous connaissez au moins aussi bien que moi, peut-être même plus pour certains. Mais en réalité, on a un champ d'application qui relève des mélanges classés, à la fois sur la base des effets sur la santé et sur leurs effets physiques. Alors, dans les éléments clés de l'annexe 8, il y en a certains qui nous paraissent plus importants que d'autres. L'UEFI, l'identifiant unique de formulation, l'UEFI en est un, puisque très vite, dans les discussions d'harmonisation à l'échelle européenne, j'ai eu la chance d'y participer au tout début, depuis 2009, émerger dans les discussions de la part des centres antipoison européens, pas que français, la nécessité de savoir de quoi on parle et finalement d'identifier un produit. Et vous avez tous en tête la difficulté, notamment pour les produits grand public marketing, avec le nom commercial sur l'étiquette, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la clé d'identification ? Et on a voulu renforcer cette clé d'identification grâce à l'UEFI qui est censée donc relier de manière univoque les informations communiquées donc dans la déclaration et puis le produit que l'utilisateur, l'usager, la mère de famille a dans les mains au moment où elle va appeler, parce que la plupart du temps on va utiliser ces données dans un contexte urgent. Donc d'un point de vue mécanique de déclaration, du côté du portail européen, les dossiers sont préparés, vous les soumettez. Alors il y a des règles de validation qui sont citées là. Vous voyez qu'il y a des règles qui sont bloquantes, des règles qui le sont moins. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces règles-là, elles ne font pas du tout l'objet d'un regard métier ou d'expert. Ce sont des règles automatisées. Il y a un format d'échange de données qui s'appelle Euclid et qui vit sa vie dans les évolutions de format avec des mises à jour régulières. Et la France a fait donc le choix de recevoir le flux de data par un système complètement sécurisé et avec un flux qui arrive directement depuis Helsinki. Donc les déclarants ont le choix, la possibilité de faire de la déclaration unitaire ou d'utiliser, et de ce qu'on en perçoit, c'est la large majorité des situations, d'utiliser des systèmes intégrés, système to système, où directement les données qui sont disponibles dans le système d'information des entreprises, surtout les plus grandes, j'imagine, sont directement déversées dans le PSN pour que ça soit encore plus simple. Donc la France, elle s'articule avec ça par un flux sécurisé, donc, comme je le disais, qui s'appelle la solution e-delivery. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons construite, c'est la solution proposée par ECA, puisque l'ECA a mission, et on a dû se satisfaire à toute une myriade, un ensemble de règles de sécurité, à la fois sur le plan
sur le plan technique pour être complètement raccord avec ce cahier des charges qui garantit finalement que ce flux crypté de bout en bout arrive sans encombre et que même si les paquets d'informations pouvaient être interceptés par des acteurs malveillants, on va le dire comme ça, eh bien, il ne pourrait strictement rien en faire. Donc le flux a été ouvert sur le fil, puisque il fallait que ça soit prêt au 1er janvier 2021. Donc le 29-12, le flux était ouvert et on a progressivement rattrapé le stock en quelques mois. Et le flux a été ouvert en temps réel, à peine quelques jours après la date fatidique du 1er janvier 2021. Donc pour faire ça, on a une plateforme de réception technique qui est gérée par les informaticiens chez nous et qui donc satisfait aux règles de sécurité. On a un très bon taux d'intégration, malgré les difficultés liées à la volumétrie, liées à la complexité du format. Le format, il est complexe pour vous, il est complexe pour nous aussi. Et puis, on a régulièrement des adaptations techniques, puisqu'il y a des nouveautés, par exemple l'annulation des déclarations, l'intégration des soumissions groupées et l'évolution du format. Pardon, ça. En fait, le bouton est un petit peu sensible. Alors, quelles utilisations des données ? Je me suis levé tôt ce matin pour être avec vous aujourd'hui et si j'arrive à vous faire retenir une chose, j'en serais très heureux, c'est que les données, elles sont notifiées. C'est un grand travail pour vous, c'est un grand flux d'informations pour nous, mais c'est parce qu'elles sont utilisées et elles doivent pouvoir être utilisées correctement dès la première utilisation. Ça, c'est vraiment l'élément clé. Donc là, je vais prendre ma casquette plutôt de médecin pour vous dire que les missions d'un centre antipoison, bon, il y en a N, mais retenez sur la diapo qu'il y en a surtout deux qui sont importantes. Donc la réponse toxicologique urgente, donc j'aime à dire que c'est de la téléconsultation, de la télémédecine directement accessible au grand public, ou donner des avis spécialisés finalement aux professionnels de santé. On fait ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça émerge à l'aide médicale urgente, tout comme les SAMU. L'autre mission, puisqu'on va passer toutes les intoxications, enfin, on les voit plus que les passer, on les gère, on donne des avis médicaux pour aider à gérer les patients, et c'est la mission de veille et d'alerte en matière d'intoxication du champ réglementaire concerné, c'est la toxicovigilance citée par Madame Paul. Et donc j'aime bien, je sais pas si, oui, j'aime bien sur la partie de droite, là, rappeler, mais ça a été déjà fait, la dualité entre l'urgence sanitaire d'une part, dans la finalité d'utilisation des datas, et des mesures de prévention et de vigilance. Donc c'est quelques mots qui sont dès le préambule de l'article 45 du règlement CLP, puisque c'est pour répondre à demande d'avis d'ordre médical en vue de mesures préventives et curatives, en particulier, un mot très important, c'est pas que en cas d'urgence, mais c'est en particulier en cas d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a tous les autres champs du médical, et puis aussi pour l'analyse statistique, etc., etc. Voilà, alors les centres antipoison, vous voyez que dans nos missions, elles sont assez vastes. On doit pouvoir donner avis et conseils à peu près sur tout, mais notamment en cas d'exposition humaine, que ce soit individuel, collectif, accidentel, volontaire. Alors évidemment, on répond sur le naturel, le manufacturé, et dans le manufacturé, tout ne relève pas du champ du CLP. Mais il faut que vous compreniez que par cette participation au dispositif d'aide médicale urgente, 24 heures sur 24, eh bien, on peut se retrouver face à peu près tout et n'importe quoi comme situation. Alors parfois, on va être amené à vous solliciter parce qu'on a besoin de précision sur une déclaration qui a été faite sur un produit et on va nous dire, mais c'est le réflexe parce que l'opérateur, notre interlocuteur est très surpris, mais ce n'est pas du tout l'usage normal du produit. Oui, mais ce n'est pas du tout l'usage normal du produit, mais je vous garantis que les enfants, ça mange n'importe quoi, que les patients déments qui sont institutionnalisés ou pas, eh bien, ils n'ont plus la perception du danger, du risque, et donc ça mange aussi n'importe quoi, et que même dans l'intention de bien se servir du produit, malgré ce qui est écrit sur la notice, malgré les conseils qu'on peut avoir, eh bien, tout le monde n'a pas ce niveau de perception du danger, du risque, et des situations... Bon, après 25 ans de centre antipoison, évidemment, les choses nouvelles, j'en ai de moins en moins, mais les gens arrivent toujours à m'étonner, y compris à la dernière garde de samedi soir. Voilà. Donc en France, les centres antipoison premier recours, pour le grand public, mais aussi pour les professionnels de santé, le plus souvent par téléphone. Et l'objectif de tout ça, c'est quoi ? C'est de prendre une décision adaptée pour le malade. Et pour faire ça, eh bien, on va évaluer le risque, la situation. Alors, un petit peu de pub pour les centres, il y en a 8. Alors, pourquoi cette carte ? Parce que finalement, les centres antipoison couvrent chacun de très larges territoires.
Je vous passe même les mutualisations qu'on organise pour gérer les heures non ouvrées. Et vous voyez qu'un centre antipoison, ça peut gérer jusque 4 régions. Nos collègues d'Angers sont les plus généreusement dotés, mais ça peut couvrir des champs pour lesquels il faut des champs géographiques pour lesquels il faudra une vingtaine de SAMU pour couvrir. Alors du coup, je fais un peu de pub pour mon service, mais non, plus sérieusement, c'est pour vous montrer finalement et concrètement comment que ça se passe. Alors le centre antipoison de Nancy, je n'ai pas voulu piquer des photos à Jérôme. Voilà, on est à l'hôpital central, donc au centre-ville, à côté des urgences. On est dans le pôle urgence réanimation. On couvre le territoire des 2 régions administratives Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. On répond 24 heures sur 24. Et on a une salle de réponse, donc vous la voyez sur la photo, où on a 6 postes de travail. Et le peuplement de cette salle de réponse est proportionné à l'intensité de l'activité en fonction des variations des heures et des jours. Donc de 2 à 6 personnes. Il y a toujours un médecin qui est présent sur place, qui va superviser les avis donnés s'il ne les donne pas en direct. Tout ça est procéduré, délégué, etc. Et puis qui va répondre en personne également. Et il porte la responsabilité, surtout médicale, de chacun des avis qui seront donnés et qui seront pris. Alors justement, quelle réponse on peut donner ? Eh bien, tout va dépendre de cette fameuse évaluation de risque. Si le risque, alors on peut l'appeler pronostic en médecine, c'est finalement qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Le malade, à l'instant T, il a des symptômes, il n'en a pas. En toxicologie, on peut ne pas avoir des symptômes immédiats. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Finalement, il m'arrive de dire aux étudiants que notre travail, c'est de prédire l'avenir, c'est de se dire, voilà, à l'instant T, il y a une situation, mais qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qu'on va avoir dans une demi-heure, 1 heure, 1 jour, 2 jours, 10 ans ? Et c'est parce qu'on doit être capable d'approcher ça, et bien qu'on saura prendre la bonne décision pour le malade. Alors quand le risque est faible ou nul, on laisse les gens à la maison à chaque fois qu'on peut. Le système de santé, aujourd'hui, il est très sollicité. D'ailleurs, je crois que le ministère, aujourd'hui, dans sa mention officielle, c'est le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, si je ne me suis pas trompé. Voilà. Donc, ça montre que l'accès aux soins, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, dans notre mission, on va s'efforcer de prendre la meilleure décision pour le malade et donc de le laisser à la maison à chaque fois qu'on peut parce que c'est dangereux d'aller à l'hôpital quand ce n'est pas indispensable. Voilà, quand le risque est faible ou modéré, on va orienter vers un effecteur de soins. Ça peut être le médecin généraliste, ça peut être le médecin de garde, le médecin SOS, ça peut être le spécialiste, ça peut être la consultation non urgente dans quelques jours parce qu'il y aura un bilan allergologique à faire et donc il faudra des données sur le produit, par exemple, à transmettre en préservant la confidentialité, bien sûr, à notre confrère allergologue. Et puis, quand la situation est immédiatement critique, indépendamment des symptômes, la situation peut être critique sans symptômes initialement, eh bien on va pouvoir s'appuyer sur nos collègues de la régulation médicale, donc du centre 15, du territoire concerné. Donc vous voyez que du risque faible ou nul, on a tout un éventail de possibilités et vous avez compris qu'on ne va pas être dans la surconsommation de la ressource, c'est même plutôt le contraire. Et donc à chaque fois qu'on pourra dire qu'il ne va pas se passer grand-chose ou rien, eh bien, on en sera très heureux, avant tout pour le malade, mais aussi pour notre système de santé. Et donc, vous voyez, en plus, c'est la partie droite de la diapo, une fois que la phase aiguë est gérée, aiguë, subaiguë, en tout cas, une fois que le volet médical strict dans l'intérêt du malade sera géré, en parallèle de ça, et en plus, même au-delà de ça, on va suivre le cas, on va faire un suivi à distance. Alors, j'aime à dire que c'est l'écriture de la suite de l'écriture médicale du cas. On n'est plus forcément dans l'intérêt direct du malade à bout d'un certain temps. On est plus dans l'intérêt de la santé publique, de la connaissance, du retour d'expérience sur nos équipes. Et puis ces dossiers initialement médicaux, mais ensuite qui deviennent des cas d'exposition ou d'intoxication, vont nourrir les vigilances à cible produit, puisqu'on répond pour tout produit et substance. Et parmi celles-ci, eh bien, il y a la toxicovigilance et donc le champ du CLP. Alors, celle-ci, elle est importante, même si ça peut vous paraître un peu ésotérique ou un peu théorique. C'est pour que vous compreniez bien comment on le fait, ce travail de décision médicale pour le malade. Donc une intoxication, finalement, c'est la rencontre entre un individu, un patient, une victime, on l'appelle comme on veut, et puis un scénario d'exposition. Et cette intoxication, avec les symptômes présents ou à venir, avec les complications pour le malade à craindre, l'angle thérapeutique, la stratégie de prise en charge, finalement c'est ça qu'on essaye de cerner. Eh bien c'est la rencontre des deux entités individu-expo. Alors
L'individu, bien sûr, vous êtes jeune, en bonne santé, sans comorbidité, sans traitement, ben vous allez mieux tolérer qu'un patient qui est âgé, fragile, avec une bronchite chronique ou déjà de multiples pathologies. Donc le profil médical, avec son terrain, son âge, ses antécédents, la notion de grossesse, d'allaitement en cours, la notion d'allergie, etc., j'en passe, eh bien c'est finalement comme dans toute situation médicale, on s'attache à documenter ça. Et ça, on le fait plus ou moins bien en fonction de la qualité de notre interlocuteur, puisque le grand public ne sait pas forcément se définir aussi précisément que le ferait son médecin traitant ou son dossier médical, que nous n'avons pas forcément à tout moment, et quand on reçoit les appels, bien sûr. Et puis l'autre brique fondamentale, c'est l'exposition. Alors bien sûr, la voix, c'est dans l'œil, c'est sur la peau, c'est ingéré, c'est injecté, c'est inhalé. La durée, est-ce que c'est un contact ponctuel, est-ce que c'est répété, et bien sûr la quantité. Voilà, tout ça c'est évident, et ce qui est évident, c'est le produit et sa composition. Alors le produit et sa composition, tout produit et substance, si je mets derrière le mot produit l'agent toxique au sens large, si c'est du naturel, on voit bien, ou en tout cas on a une manière de voir. Si on est sur quelque chose qui est manufacturé, et vous me voyez arriver, eh bien c'est très important que les éléments de composition qu'on a sous les yeux correspondent du mieux possible, avec un très bon degré de confiance, à ce à quoi le patient a été exposé. Bon. Et puis, il y a des modulateurs, le contexte. C'est sûr que si les gens sont loin de tout recours aux soins, c'est sûr que si on est dans un contexte suicidaire, c'est sûr que si on ne regarde pas les choses au même moment, on ne va pas prendre la même décision. Mais une intoxication, voilà, c'est une personne, un scénario d'exposition, et dans le scénario d'exposition, bien sûr, l'agent toxique, le produit, et donc sa composition, c'est fondamental. Alors, la boule de cristal à droite, pourquoi ? Parce que dans certains cas, j'aimerais bien en avoir une, mais j'en ai pas. Et donc, c'est un peu pour provoquer, pour attirer l'attention. Mais comme on n'a pas de boule de cristal, eh bien, on doit se débrouiller. Voilà. Alors, la réponse adaptée, c'est la réponse au plus juste. Mais vous voyez que nécessairement, par nature, l'activité, c'est de travailler en permanence dans le flou. Parce que si je reviens en arrière, le profil médical, finalement, on ne le sait pas forcément bien. La quantité, la dose, on ne va pas la connaître. La mère qui retrouve son gamin en train de pleurer ou qui a vomi alors qu'il a un flacon à proximité, on va dire il en a bu, oui, mais combien ? Le suicidant, c'est pareil. Il va même pouvoir volontairement cacher la réalité. Et le dément, je ne vous en parle pas. Donc, en fait, on deal en permanence dans un travail de flou. Donc, N incertitudes, la chronologie, le contexte, vous m'avez compris. Et donc, c'est très important de pouvoir ancrer tout ce qui peut l'être, justement parce qu'on a des moyens techniques, réglementaires, on appelle comme on veut, pour pouvoir l'ancrer. Et bien sûr, la composition du produit, on aime bien limiter, par nature, si on peut limiter le flou à certains endroits du scénario, c'est bien sur la composition du produit. Voilà. J'insiste sur le laisser sur place à la maison parce que vous voyez sur les chiffres qui sont en bas, je vous ai mis quelques datas qui font écho aux datas d'introduction de ce matin. C'est des chiffres tout frais que j'ai extraits de la base nationale des cas avant-hier. Donc on est en 2023, la dernière année clôturée, 209 000 cas d'exposition, il y a un petit peu d'inflation, ça monte chaque année un peu plus. Pas tout à fait, un peu plus de 90 000 cas qui sont donc une grosse moitié, presque une moitié, pardon, qui correspondent à des produits manufacturés ciblés par le CLP, pour lequel le risque il est faible ou nul dans 9 fois sur 10. C'est-à-dire une décision médicale, ça va être de dire on ne va pas forcément, alors risque faible ou nul, faible, on va peut-être médicaliser, mais en tout cas, il ne va pas se passer grand-chose. Et quand on est à peu près sûr qu'il ne va pas se passer grand-chose, voire rien, on va pouvoir minimiser la prise en charge sans faire prendre de risque aux patients. Et vous voyez que ça, c'est très intéressant, puisque on est là aujourd'hui pour parler de déclaration de produits chimiques. On n'est pas dans le dogme de dire les produits chimiques, c'est forcément quelque chose de dangereux et c'est forcément générateur de beaucoup de gravité. Non, moi j'inverse la tendance, j'inverse le discours en disant que la plupart du temps, parce qu'on peut l'affirmer, eh bien, on est capable de dire qu'il ne se passera pas grand-chose, donc on va simplifier la prise en charge ou on ne va pas en déclencher. Donc avoir une bonne déclaration de produit, c'est aussi permettre de dire que le risque est faible ou nul quand ça s'applique et de pouvoir simplifier considérablement la prise en charge. Imaginez l'inverse, on ne sait pas du tout le produit, qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas faire prendre de risque aux malades, on va maximiser et donc on va nécessairement
enclencher une prise en charge médicale le plus souvent à l'hôpital. Et puis je vous ai mis les situations hors cadre d'utilisation normale du produit. J'en ai mis que 2 parce qu'en réalité il y en a plus que 2, mais c'est les plus emblématiques pour moi. C'est les tentatives de suicide. Par définition, ça peut être des gros volumes, même de quelque chose qui est immonde à boire, hein, croyez-moi. Et les défauts de perception du risque, c'est quand on n'est pas encore assez évolué sur le plan psychomoteur. Donc là, c'est les enfants, pour savoir qu'un produit chimique, ça ne se boit pas, ou ça ne s'utilise pas. Et puis ceux qui ont plus cette notion, donc là, c'est l'autre extrême de l'échelle de l'âge, et c'est les gens âgés, déments, ou les gens moins âgés, pas déments, mais qui ont une pathologie ou une particularité, un trouble médical ou psychiatrique qui ne leur permet pas de juger. Et finalement, ces situations hors cadre caricaturales, donc que les DPR et les tentatives de suicide, c'est un peu moins de la moitié de l'ensemble des cas ciblés par le CLP. Donc c'est vous dire que mais le produit ne doit pas être utilisé comme ça, oui, c'est vrai, mais dans la vraie vie, ce n'est pas toujours dans les utilisations normales, loin de là, qu'on va donner des avis. Alors là, c'est un peu plus de chiffres. Alors vous aurez les diaporamas et puis vous pourrez relire la vidéo en ligne si j'ai bien compris. Là aussi, c'est des données 2023. C'est pour vous montrer, derrière les mots que je vous ai donnés, donc ces paroles qualitatives, finalement un peu de chiffres. Un peu plus de 3600 mélanges, donc produits différents utilisés en tant que mélange final directement sur le marché ou en tant que mime, mixture and mixeur, puisque les mimes, ce sont des briques de composition des produits finaux, on est aussi exposé aux mimes. Avec des superstars, il y a des produits tout simplement parce qu'ils sont très bien vendus, notamment à l'adresse du grand public, qui peuvent représenter plusieurs centaines de cas d'exposition chaque année. Alors je passe tous les détails parce que le temps avance et c'est pas le voilà. Il y a le point en rouge en bas à droite qui est intéressant, c'est que finalement quand est-ce qu'on va regarder le contenu de la déclaration la première fois? Vu la masse de données que l'on reçoit, on est contraint de le faire lors de la première utilisation. C'est-à-dire que vous allez faire une déclaration, vous satisfaisez aux règles, au contrôle automatique, pas de contrôle d'expert côté portail ECA. Bon. Et finalement, c'est à la première utilisation, donc pour un malade, qu'on va regarder, parce que quand on en aura besoin, on n'a pas du tout la bande passante pour regarder l'ensemble de ce qui arrive. Et donc, voilà, il y a un risque de perte de chance pour le malade si le contenu de la déclaration initiale ne permet pas de le prendre en charge. Voilà. Donc, je vais vous faire un bref panorama des déclarations reçues avec des points marquants. Et évidemment, dans les points marquants, il y a des difficultés rencontrées. Et j'ai essayé de faire quelques diapos sous la forme de 2 colonnes. En utilisant des anglicismes, bon voilà, je me suis laissé avoir moi aussi aux anglicismes, entre les must-have et les nice-to-have. Et donc finalement, dans les nice-to-have, alors ils sont à l'adresse des déclarants, mais nice-to-have, mais ils sont aussi peut-être à l'adresse de gens qui écrivent des guides. Je pense à une agence qui se trouve à Helsinki. De gens qui développent des logiciels, de gens qui déclinent le format Euclid pour l'utilisation PCN, parce que Euclid n'est pas spécifique du PCN, et puis peut-être même pour certaines personnes qui écrivent la réglementation, et je crois qu'on a un représentant particulièrement affûté aujourd'hui. Voilà, alors des chiffres en volumétrie, donc 2023. Vous voyez, presque 675 000 dossiers reçus. Alors ça fait un nombre considérable de jeux de données, puisque les couples UEFI non commerciaux, on est à plus de 2 millions, juste dans une année, et puis ça monte crescendo. Vous voyez, première année, 1,6 million, deuxième année, 1,7 million. Et donc le dernier relevé de compteur, le 31/12 de l'année dernière, on était au total, en cumulé, plus d'1 500 000 dossiers pour plus de 5 millions de jeux de données UEFI non commerciaux. Je ne l'ai pas écrit là, mais là on est à 7 millions pour la France, avant que je parte. Donc vous voyez qu'on a encore très peu de mises à jour. Ça concerne un faible nombre de dossiers finalement. Et la mise à jour, ça va être la vraie problématique de la suite. Parce que faire une déclaration initiale, il peut y avoir plein d'enjeux, bien sûr. Mais finalement, c'est plus simple que de dire et quelle est la version N+1, etc.
Voilà, donc jusqu'à présent, on était très largement dans des notifications initiales, c'est la part verte du camembert, des changements de composition pour 17% et des mises à jour au sens large pour 30%. Bon, là, il y a plein de chiffres. Retenez que pour la France, il y a 36 nationalités qui ont déclaré en 2023, enfin 36 nationalités, 36 pays. Alors, c'est à la fois des États membres et ça peut être des pays tiers, puisqu'il y en avait 7 hors UE, avec des choses très exotiques. Autant la Suisse, c'est proche de nous, comme le Liechtenstein, autant l'Afrique du Sud, ça l'est moins. On avait en une année plus de 3000 nouveaux déclarants en 2023, avec qu'un tiers établi en France. Alors vous allez dire, finalement, il est en train de nous expliquer qu'il y a une grande part de data qui arrive d'ailleurs. Oui, c'est vrai, mais la France reste... les déclarants français, et finalement vous êtes mon auditoire aujourd'hui, sont particulièrement représentés, puisque vous êtes quand même bien sûr dans le top 5 en fonction des critères qu'on utilise. Alors encore une manière de montrer des datas, c'est le nombre de dossiers soumis par déclarant en fonction du rang des déclarants. Bon, vous voyez que on peut avoir des déclarants qui vont déclarer qu'un seul dossier, et puis d'autres qui vont être beaucoup plus prolixes, puisque je crois que le record, c'est lié parfois à des erreurs de compréhension de la déclaration. On est presque à 10 000. Et puis il y a beaucoup de déclarants qui vont ne faire qu'un seul dossier. Alors la gamme d'usage, vous savez, quand on déclare, on peut dire c'est un produit grand public ou professionnel, ou les deux, ou industriel. La gamme d'usage, c'est un vrai sujet, parce que là, après, c'est une question de compréhension, de lecture de la réglementation et de son application dans les outils. Moi, je suis très surpris de voir qu'il y a autant de superposition de la gamme d'usage industriel avec les autres. Alors, on pourra avoir un temps d'échange après sur ça. Vous allez certainement... Voilà, mais il y a un vrai problème de fond, je pense, de compréhension de la réglementation sur ça. Et donc, ce qui est en violet pâle, le grand cercle bleu, il devrait pas superposer les autres, ou en tout cas pas autant que ça. Et donc, les points marquants pour 2023, c'est une augmentation considérable du nombre de déclarations. On a presque fait plus de 50% par rapport au dernier comptage. On a un nombre de déclarations très important pour les mélanges à usage industriel, mais selon moi, ça n'est pas toujours justifié. Un nombre de déclarations limité, c'est lié avec mon propos juste avant. Et puis, on a dans les mélanges catégorisés, vous savez, dans la classification d'usage, on a une augmentation très significative de mélanges pour formulation ultérieure, donc finalement des mimes. Et donc la France, elle est quand même les déclarants français sont dans les 5 premiers pays en termes de nombre de déclarations, de dossiers soumis et de produits déclarés. Voilà pour le panorama, pour vous faire comprendre à quoi ça sert, comment on s'en sert, ou à quelle fréquence on s'en sert, et puis quelles sont les volumétries. Alors les difficultés, toujours sur l'année 2023, on s'est donné un cadre de définition, alors qui est le nôtre, qui vaut ce qu'il vaut, mais on a dit difficulté majeure, c'est quand on a un problème d'identification de produit. Donc vous comprenez que si on n'identifie pas bien le produit, on n'accède pas à la composition en fait. Donc ça peut être très embêtant pour le patient. Donc on va surjouer le scénario de prise en charge médicale. Qualité de données de composition. Manifestement, il y a des incohérences qui nous font douter de la composition, et donc c'est en quelque sorte négatif pour le patient, ou pareil, des incompatibilités physico-chimiques. Ces difficultés majeures, on les a rencontrées en 2023 sur l'ensemble des activités de gestion. Donc souvenez-vous, on regarde au premier cas, dans pas tout à fait 9% des déclarations PSN utilisées par les centres antipoisons, ce qui est quand même significatif. Et puis on a rencontré, alors c'était une des choses qui marquait, on a rencontré des produits avec des UEFI déjà sur les étiquettes pour lesquels on n'avait pas de déclaration réalisée. Alors quand on questionnait les déclarants, oui, parce que j'ai mon stock d'étiquettes déjà à jour, j'ai anticipé, mais la déclaration, j'ai du temps pour la faire. Oui, strictement, c'est pas complètement faux, on peut pas, mais vous voyez, on est au téléphone avec un confrère ou avec quelqu'un du grand public. On arrive à identifier le produit, on leur fait comprendre l'UEFI, ah oui, je l'ai trouvé, et après on dit, ah ben oui, mais
je suis désolé, je n'ai pas le produit. Et donc, même si strictement, ce n'est pas interdit de faire ça, en pratique, ça nous met vraiment en difficulté. Donc, ça a fait l'objet de demandes parce que le déclarant pouvait très bien être dans la période transitoire, bien sûr. Donc, on a fait des demandes de déclaration et en fin d'année, on n'avait que 10% des demandes de déclaration ou de mise à jour qui avaient été honorées. Voilà. Donc, je vais essayer de finir les quelques minutes qui me restent en essayant de vous proposer 8 diapos, must have, nice to have. Alors, must have, vous le connaissez, vous devez le connaître. Et voilà, c'est le cadre, enfin, c'est ce que prévoit l'article 8 et c'est ce qui est censé être fait, mais pas plus. Et dans le nice to have, je vais essayer de vous sensibiliser à des choses qui, alors certes, je vais me dire encore des choses en plus, encore une étiquette qu'on peut dérouler, encore une étiquette sur laquelle il faut mettre des polices de caractère avec le X qui fait enfin, j'ai conscience de ça. Mais vous allez voir si, et là j'embraye sur le premier nice to have, que si dans le nice to have, vous gardez à l'esprit qu'il peut y avoir quelque chose de very nice, c'est la compréhension de la finalité du système et finalement l'esprit du système et la finalité des textes, si c'est ça notre ligne directrice, vous ne serez pas forcément fermé, c'est un axiome de départ, à mes autres nice to have. Donc la déclaration des produits biocides indépendamment de leur classement, en France, c'est du must-have, même si strictement, il n'y a pas forcément besoin d'un UEFI, c'est bien d'en mettre un parce que ça nous aide beaucoup. La déclaration des produits sur demande, c'est-à-dire ceux qui ne relèvent pas forcément du règlement CLP, c'est pareil, on ne peut pas vous contraindre à mettre un UEFI, mais si jamais il y en a un, et il y a des metteurs sur le marché ou des notifiants qui dotent quand même quand ce sont l'angle du volontariat d'un UEFI, ça nous aide parce que l'identification des produits grand public, c'est vraiment une complexité. Voilà, et dans les informations utilisables et détaillées dans tous les cas, voilà, essayer de garder à l'esprit à quoi ça sert. Alors, je rappelle, j'en profite pour l'annexe 8 nous permet de demander des compléments sur demande, y compris au-delà des limites fixées par l'annexe 8. Alors bien sûr, ça ne doit pas être systématique. J'essaye de répondre aussi dans mon discours aux questions qu'on a reçues pour limiter les questions tout à l'heure. C'est jamais systématique. Alors ça peut être systématique pour une entreprise. Je sais pas, il y a 10 déclarations, elles sont 10 inutilisables. Ça sera systématique pour eux. Mais enfin, vous avez vu les volumétries, vous imaginez bien que ça ne peut pas être systématique pour nous, vu les volumétries qui sont engagées. Voilà. Alors, dans les éléments, dans la notion d'identification au sens large, alors du produit commercial, le non commercial, alors ça paraît être des choses très basiques, mais je ne peux pas vous apporter des exemples, je suis obligé de garantir la confidentialité, mais le nom, il doit être quand même proche du nom qui est sur l'étiquette, même s'il y a un UEFI, parce que si on a une incohérence, on va finir par douter. Et naturellement, par nature, les gens vont nous parler du nom du produit, en incluant la gamme et la marque. Parfois, on en est vraiment très, très, très éloigné. Et puis, l'UEFI doit être présent. Alors, un very nice to have, ça serait d'avoir les UEFI présents dans la déclaration qui sont liés dans la déclaration aux noms commerciaux concernés. Parce qu'on peut déclarer ça de manière rassemblée dans un seul dossier, une formulation, et l'ensemble des noms commerciaux et l'ensemble des UEFI concernés, mais on peut les mettre en vrac comme ça, et débrouillez-vous. Alors évidemment, on se débrouille, mais du coup, on est obligé de travailler en faisant la combinatoire des couples UEFI non commerciaux, alors qu'en réalité, dans bien des cas, vous savez dire quel nom commercial, enfin quel UEFI sera sur quelle étiquette. D'ailleurs, quand on demande des étiquettes ou qu'on les obtient par nos interlocuteurs, la mère de famille, on voit bien que l'UEFI, il n'y en a pas 50 sur l'étiquette. Voilà. Et une autre problématique d'identification, c'est sur les composants. Alors évidemment, utiliser un format substance pour les substances, ça paraît évident, mais croyez-moi, ça ne l'est pas toujours. Désigner dans un référentiel connu, reconnu, validé, qu'il soit CAS ou CE, à des fois un vrai nom UPAC, essayer de limiter les noms commerciaux quand il y a une alternative, ou des libellés vides de sens, parce que ça ne représente aucun intérêt. Comme on peut créer en texte libre, on a substance inerte, tant de pourcents, alors c'est pas classé, ou en tout cas c'est pas classé, mais on n'a pas de libellé, on ne sait pas de quoi on parle. Et utiliser pour les composants vraiment le type MIM dès lors que ce n'est pas une substance conceptuelle, c'est-à-dire
Un mime, c'est un mime, et donc c'est mieux, c'est beaucoup plus facile, et je pense aussi, même pour vous, c'est plus facile de dire « je donne la référence du mime », plutôt que d'essayer de transposer ce que j'en sais en termes de composition substance. Alors là, effectivement, la FDS, elle est très aidante. Dans le contenu de la déclaration, si on progresse, alors vous connaissez les seuils. Bon, il y a le seuil de 0,1% pour ce qui est classé, mais en réalité, si on veut ne pas déclarer ce qui est inférieur à 0,1%, il faut faire la démonstration qu'il n'y a aucune pertinence pour les finalités du CLP. Donc, en pratique, les substances qui sont classées au titre risque pour la santé ou physique. Voilà. Alors, il nous arrive d'avoir des déclarations de produits biocides dans lesquels on ne sait pas la substance active biocide, parce qu'elle n'est pas classée, donc on ne vous la met pas. Donc en fait, on a moins d'informations que l'utilisateur qui a l'étiquette du produit sous les yeux. Donc ça, ça m'échappe, mais bon, voilà. Donc toujours l'esprit du système. Les mimes en tant que mimes, je vous l'ai dit, les matières techniques, il faut les déclarer en mime, vraiment. Enfin, c'est vraiment bien de les déclarer en mime et ne pas remplacer les pourcentages de composition qui décrivent la mime par le pourcentage de composition de la substance technique dans le produit final. Ça, c'est une erreur qui est faite régulièrement et qui nous oblige à redemander des précisions parce qu'on voit bien que ce n'est pas très cohérent. Et puis le pays de notification, c'est bien sûr obligatoirement le pays de mise sur le marché. Et moi, je travaille en Lorraine et je suis originaire de Moselle, donc il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs courses outre-Rhin pour des diverses raisons, notamment des raisons économiques. Donc les marchandises circulent, les personnes aussi. Et voilà, quand ce n'est pas déclaré, quand ce n'est pas mis sur le marché directement en France, on est confronté à une difficulté. Et je ne vous parle pas des mimes, parce que si la mime en tant que telle n'est pas mise en tant que telle sur le marché français, on va avoir le produit final qui, lui, est mis sur le marché français, mais on va devoir faire des demandes au cas par cas pour chaque mime qui n'auront pas été commercialisées en tant que telles en France. Donc, élargir les pays de commercialisation, là, il y a un problème de partage de l'information. Voilà. Je suis à la moitié, bientôt terminé. Dans le contenu de la déclaration, je vous ai parlé de la catégorie d'usage grand public, professionnel et industriel. Et là, je crois qu'on a besoin d'une clarification du guide des gens d'Helsinki parce que le principe d'une déclaration limitée a été discuté et finalement négocié. J'ai fait partie de ces négociations-là, de ces discussions. Et je me souviens très bien qu'on avait dit, dans un process industriel, on utilise un produit sur une chaîne de montage. Vous fabriquez des avions, vous les peignez. La peinture qui sert à peindre les avions, elle est utilisée que à cet endroit-là, que sur cette chaîne de montage. Les exposés potentiels, ce sont les travailleurs. Donc, demander à l'ensemble de ce secteur industriel-là de déclarer, faire de l'a priori pour finalement une faible probabilité d'occurrence et que par ailleurs, les informations sont peut-être disponibles sur site, non, on simplifie. Et on dit, en cas d'accident, les informations sont accessibles et donc on peut faire une déclaration simplifiée. Et en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu les ensembles colorés. Tout est industriel, beaucoup de choses sont industrielles, y compris et surtout les mimes, parce qu'ils sont utilisés sur un site industriel, oui, mais pour fabriquer un produit grand public. Et donc, au final, on a la population générale qui est potentiellement exposée à des produits pour lesquels on a des vraies boîtes noires dans la formulation. Et donc là, on a un problème parce que le guide de l'ECA ne dit pas ça. Voilà, donc pour bientôt finir, donc il y a 3 étapes pour la déclaration. Vous générez l'UEFI, vous écrivez la déclaration et vous soumettez le dossier. C'est vraiment bien de tenir compte des messages d'avertissement du PCN, alors même s'ils ne sont pas bloquants, parce que si le PCN vous dit quelque chose, enfin du moins s'il y a des messages, parce qu'ils sont porteurs de sens, il y a un fond, il y a peut-être quelque chose qui quand même est gênant, donc il faut les regarder, c'est pas mal. Se souvenir que vous avez une attestation de soumission de réception par les organismes, alors qui n'est pas envoyée comme le faisait Déclaration Synapse de manière très explicite, mais en réalité, quand vous allez sur le portail, vous pouvez récupérer, télécharger, je vous mets un exemple juste après, qui vous dit que la déclaration est bien arrivée sur son destinataire.
Et donc, dans ces étapes de validation automatique ou de warning, il n'y a pas de validation métier du tout. C'est-à-dire que, sauf si l'IA demain nous y aide, pourquoi pas, hein. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. La première vision des incohérences et des problèmes, ça sera pour le premier malade, en tout cas en France. Voilà, donc je vous ai parlé des attestations, je vous ai parlé des validations, et aujourd'hui, l'automatisation possible, donc le S2S, le système to système, c'est largement utilisé. Et ce qui nous semble aussi, mais là c'est plus difficile pour nous de voir, largement utilisé, c'est les solutions de logiciels d'édition de déclaration. Donc une partie, il n'y a peut-être pas que ça, mais les éditeurs qui fabriquaient des solutions, enfin qui font des solutions pour les FDS, ont décliné leur activité, l'ont augmenté pour faire des dossiers. Et peut-être qu'une partie des difficultés peut venir de cette étape-là. Voilà. Mais il faut retenir que malgré tout ça, le système est sécurisé. On a une confidentialité de bout en bout avec un flux crypté. Et nous, on satisfait complètement aux critères imposés par ECHA. Voilà. Là, je vous ai mis un exemple de soumission report. Alors, c'est une notification factice qu'on a faite parce que pour aller voir comment ça se passait, on s'est créé une entité déclarante au centre antipoison de Nancy. Donc, on joue aux industriels déclarants, mais juste pour l'exercice, pour le didactique. Et donc, vous voyez que vous avez, c'est ce que vous pouvez télécharger, vous avez l'État membre, le placement sur le marché qui est désigné, et vous avez les dates et les heures. Donc c'est ça qui peut vous être très utile. Ça fait partie des questions qu'on a reçues, notamment pour vos échanges entre vos différents prestataires. Donc ce rapport de soumission est disponible sur le portail. Il fait office d'attestation et c'est à vous d'aller le chercher. Voilà, et j'en viens aux mises à jour. Alors les mises à jour avec motif, c'est-à-dire notamment correction d'erreur, voilà, si on corrige une erreur parce qu'il y a une ligne en trop, en moins, il y a un composant qui est erroné, l'UEFI doit rester inchangé puisque finalement on vient modifier une imperfection dans le contenu de la déclaration, mais le produit, enfin, la formulation reste la même. L'arrêt de commercialisation n'est pas obligatoire de notifier, mais ça nous est quand même utile, donc ça fait partie des nice to have. Et donc, quand on corrige une erreur, toujours partir de l'existant et ne pas refaire une déclaration en générant un nouvel UEFI. Ça n'a pas de sens. Déjà, ça alourdit considérablement le système. On a du mal d'aligner les versions. Et puis finalement, il y aura un nouvel UEFI qui obligera certainement à le réétiqueter et autres. Enfin, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. C'est probablement une situation d'incompréhension. Voilà. Et puis alors, il y a des situations particulières qui concernent les composants dans les questions qu'on a reçues. Et en regardant ou en réfléchissant, on voit que ce n'est pas forcément prévu. Alors on pourra avoir un temps d'échange, notamment avec mes collègues du helpdesk, mais je pense que c'est des choses qui mériteraient là aussi classification, parce que c'est des questions très pertinentes. Vous voyez, voilà, on a un composant. Pour moi, il y a deux situations, une mise à jour ou une nouvelle déclaration. Alors une mise à jour, ça peut être un changement de classification d'un mime, par exemple, ou d'une substance. Donc c'est une mise à jour parce que le mime, il a toujours existé et la substance était présente. Ou alors présente mais non déclarée parce qu'initialement non classée devient classée. C'est une mise à jour parce que la substance, elle était présente et il n'y a pas de raison de ne pas considérer que ce n'était pas le cas antérieurement. Alors à l'inverse, si l'UEFI du mime change, si on prend cet exemple-là, en tout cas s'il change à raison, ça veut dire que la formulation change qualitativement, quantitativement, ou alors, et donc à ce moment-là, ça veut dire que l'ingrédient n'est plus le même, et donc le composant n'est plus le même, et donc a priori ça doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration. Voilà, je termine sur ces éléments clés. Donc les mises à jour du dossier sur un organisme désigné, c'est bien de le réaliser, de nous partager les infos, parce que si on vous demande, c'est qu'on a un cas derrière. Parfois, on le fait un peu en différé parce que voilà, le scénario d'exposition n'était pas marquant, mais on s'est rendu compte que du coup, la composition n'était pas très exploitable, donc on fait pour le prochain patient. Mais si on est, si on est en direct en aigu, en général, il n'y a aucun souci. Les interlocuteurs, une fois qu'on les a joints, nous partagent les informations. Mais n'oubliez pas de faire la mise à jour dans le portail. Alors, à la fois parce que ça va bénéficier à tous les États membres. Le système, il est là pour simplifier. Vous avez une déclaration à faire, ça bénéficie à tous les États membres. Si on vous a demandé un complément en France, il y a quand même de grandes chances que les Allemands soient contents de trouver ce complément, sauf si on vous a demandé quelque chose d'irréaliste.
Et puis ça vous permet d'avoir vos déclarations à jour. Et les annulations des déclarations nulles et non avenues, on peut tous se tromper et avoir envie de faire un CTRL Z parce qu'en réalité on déclare quelque chose qui n'existe pas du tout ou qui est complètement faux. Ça, il faut le faire tout de suite dès que vous vous en rendez compte, parce que sinon, si ça passe les contrôles automatisés, la composition est dans le système, potentiellement on peut donner un avis médical totalement erroné sur la base de ça. Voilà. Je vais conclure, oui c'est ça, c'est la conclusion, sur des rappels et puis des réflexions qui sont à l'adresse de tout le monde, puisqu'on priorise l'échange aujourd'hui. Donc le cadre et les modalités des déclarations limitées, c'est un vrai souci, parce qu'aujourd'hui ça nous pose problème quand c'est à tort des mimes qui se retrouvent dans les formulations des produits grand public. Voilà, donc ça, puisque la déclaration limitée, vous notifiez que les seuls composants qui sont présents dans la FDS et les compléments doivent pouvoir être fournis rapidement. Donc on est vraiment dans un cadre plus industriel. Donc les États membres destinataires des compositions, hors France, les données ne sont pas directement disponibles. Alors on a de très bonnes relations, ou de très bonnes relations avec nos collègues, mais il n'y a pas de circuit hyper formalisé. Donc ça peut être assez difficile, notamment du fait de la circulation transfrontalière, je vous en ai parlé, et de la question des mélanges finaux. J'en ai parlé, donc c'est pour appuyer un peu dans la conclusion. Et puis les logiciels de déclaration. Alors s'il y a des éditeurs qui sont là aujourd'hui, je serais intéressé d'avoir un temps d'échange à la pause. Je pense que évidemment sans le vouloir, mais je pense qu'il y a une partie du flou qu'on reçoit qui peut être le fruit de certaines choses gérées par certaines de ces solutions. Je ne vais pas généraliser, bien sûr. Par exemple, non prise en compte du caractère mime de la composition, mauvaise identification des mimes, voire suppression intentionnelle de la précision pourtant disponible, cette précision avait été fournie par le client du prestataire au prestataire, et c'est le prestataire qui a décidé de simplifier, peut-être parce que son code était écrit comme ça, donc tout le monde a la même enseigne. Mais je crois que si un déclarant fait l'effort de donner un niveau de précision, il le fait peut-être en connaissance de cause et peut-être parce qu'il a conscience d'une bonne partie de ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait raboter ces volontés de partage et de précision. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très large qui a déjà dû répondre peut-être à certaines de vos questions. Avant de passer la parole aux collègues du helpdesk Ineris, on peut peut-être déjà prendre quelques questions et peut-être servir un verre d'eau à Emmanuel aussi au passage. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Oui, monsieur. Philippe Michel, Fitéis, une question sur la déclaration et sur l'expression des substances dans les produits. Dans le PCN, l'expression des substances est en matière active technique. Or, sur les produits, notamment je pense aux produits phyto, sur l'étiquette, c'est exprimé en matière active pure, conformément à la décision d'homologation. Donc, ma question, est-ce que, au niveau des centres antipoison, il y a une bonne compréhension, entre guillemets, entre l'expression en matière active technique et en matière active pure? Oui, justement, c'était un peu ce que j'ai essayé d'aborder là, parce qu'on a parfois des erreurs de calcul dans la manière dont c'est déclaré et avec une mauvaise transposition du calcul de pourcentage. Et du coup, on identifie une incohérence ou on pense qu'il y a une incohérence et c'est là qu'on vous sollicite. Mais bien sûr qu'on sait distinguer les deux. Donc après, s'il y a des situations particulières qui ont posé souci, rapprochez-vous du service, on regardera, mais il n'y a pas de raison que ça soit le contraire. Et sinon, j'avais une deuxième question. Une fois que les déclarations sont faites dans le PSN, et il arrive que les centres antipoison appellent directement les fabricants pour avoir plus d'informations sur la composition détaillée plus précise, entre guillemets. Oui. Quelle est la politique à suivre en la matière? Est-ce qu'il faut donc systématiquement répondre aux centres antipoison ou est-ce qu'on répond quelle est l'approche à suivre par rapport à ça? Alors, notamment, je pense aux mélanges qui ont été déclarés volontairement et pas obligatoirement. Oui, alors, vous l'abordez sous l'angle, comme c'était de la bonne volonté, finalement, ça peut être d'une
qualité moindre. Non, c'est pas une qualité moindre, c'est voilà, comment on doit répondre à cette question-là si elle arrive. Pour moi, à partir du moment où il y a une déclaration, qu'on soit d'emblée sur un mélange qui relève du champ du CLP ou si c'est une démarche volontaire, et si c'est volontaire, c'est très bien. Mais le niveau de détail doit nous permettre de travailler. Donc, quand les centres antipoison reviennent vers vous, déjà, ils aimeraient bien ne pas avoir à le faire. Donc, si on le fait, c'est aussi générateur de travail pour nous. Et si on le fait, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc la bonne attitude, c'est d'essayer d'y répondre. D'ailleurs, je crois que la réglementation, je parle sous le contrôle de la commission, elle va dans ce sens-là. À partir du moment où c'est pas systématique et à partir du moment où c'est justifié, enfin qu'il y a vraiment un cas d'exposition derrière, et la plupart du temps, très très loin, c'est le cas. Je crois que vous ne pouvez même pas vous y soustraire, sauf à démontrer que la question est complètement inappropriée. Mais a priori, c'est pas le cas. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Oui. Oui, les déclarations, Yves Congo de la Société Madère, les déclarations, ça s'applique pour l'Union européenne, donc pour 28 pays. Donc nous sommes fabricants de peinture et nous livrons dans toute l'Europe. Donc ça veut dire pour nous, il faut faire 7, 8 déclarations PCN par pays. Et pourquoi l'Union européenne n'a pas prévu une seule déclaration pour tout l'Europe? La valeur ajoutée n'est pas énorme. Alors je suis surpris par votre question parce que justement c'est le principe du système. C'est-à-dire que quand vous faites votre déclaration, vous la faites qu'une seule fois et vous cochez, vous ciblez les pays dans lesquels le produit, ou les produits sont commercialisés et vous faites la déclaration qu'une seule fois. Ça a été l'argument majeur ou la clé de simplification, en tout cas une des clés de simplification. Donc il ne faut pas faire autant de déclarations que de pays de commercialisation, il faut en faire qu'une seule, et par contre, dans une déclaration, vous pouvez flécher de 1 à N pays de commercialisation. C'est ça la bonne attitude. Oui, mais nous sommes industriels, donc nous répondons à la demande de nos clients. Nous ne connaissons pas le potentiel au préalable et ça nous arrive régulièrement de refaire des déclarations 6 mois après, 9 mois après, parce que nous livrons la Slovaquie, après nous livrons l'Allemagne, etc. Parce que vous n'avez pas une vision à l'instant T au moment de la déclaration initiale du champ de commercialisation. À ce moment-là, c'est une mise à jour pour moi. Oui, c'est une mise à jour, oui. Mais ça... vous ne pouvez pas le savoir a priori. Donc là, on est dans une situation où c'est l'évolution de votre marché finalement. Et dans l'évolution de votre marché, vous ne commercialisez pas en Pologne. Demain, c'est le cas. Vous allez cocher la case Pologne en revenant et vous faites une mise à jour. Il ne faut surtout pas redéclarer, à mon avis, parce que Mais la démarche, on a un système automatisé, mais il faut quand même relancer un petit peu la machine. Et le problème, c'est que les industriels ont souvent des produits à façon et ils n'ont pas seulement 100, 200 ou 300 formules. Par exemple, dans notre cas, on a un portefeuille de 3000 formules. Je vous laisse imaginer le travail conséquent. Et on est conscient qu'il faut le faire, mais c'est un travail conséquent pour l'industriel. Oui. Alors c'est sûr que, comme je disais, il y a des problématiques transfrontalières, on est parfois confronté à des situations où on sait que le produit a été déclaré, mais la France n'a pas été destinatrice, donc voilà, on va ressolliciter. Donc sur ces aspects-là, j'aurais tendance à dire, mais déclarons tout, partout, enfin, pour l'ensemble des pays, sauf que à chaque fois qu'on a essayé d'aller dans cette zone de discussion, l'obstacle ou le contre-argument, en tout cas pour une partie des industriels, c'était de dire mais attention, on veut limiter la diffusion de nos informations confidentielles strictement qu'aux endroits où c'est nécessaire. Donc après, c'était dans ce deal-là et dans cet arbitrage-là, et l'arbitrage tel qu'il est aujourd'hui, c'est de dire c'est diffusé que là où c'est commercialisé, mais moi, d'un point de vue centre antipoison, ça ne me gênerait pas d'avoir l'ensemble des informations, modulo la volumétrie considérable que ça représente. Mais vous savez, quand on est à 7 millions, on peut être à 10, à 14, c'est limite, ça ne change plus grand-chose. Vous pouvez déclarer même si vous ne commercialisez pas. D'ailleurs, on ne vous demande pas de justification de commercialisation. Vous pouvez le faire. Alors, je vais peut-être passer la parole à nos collègues de l'INERIS qui ont 2 questions à nous afficher.
Donc pas du tout d'ailleurs sur des questions d'étiquetage. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça tout à l'heure. J'ai dû faire une micro-sieste en parlant. Donc c'est plutôt sur les problèmes du FI. Et le temps que tout soit lancé, est-ce qu'il y a une question rapide dans la salle? Oui, Madame Réunion. Donc Joséphine Reynaud de France Chimie, je peux pas ne pas vous poser la question. Donc nous faisons partie du groupe justement du groupe Centre Antipoison. Est-ce que vous avez d'autres recommandations pour que nous puissions, en tant que France Chimie, vraiment marteler c'est plus de formation, c'est parce que voilà. Là, je vous ai fait un digest de ce qui nous paraissait être vraiment... Alors, même s'il y a des choses qui peuvent paraître très basiques, mais c'est vraiment les principes fondamentaux et vraiment ce qui nous... Voilà, si déjà les points clés que j'ai présentés là étaient pris en compte vraiment par l'ensemble de vos adhérents, ça serait déjà un très bon pas, bien sûr. Et puis après, vous savez qu'il y a le comité de déclaration annuel au janvier, on sera amené à se revoir et tout ça, c'est comme la réglementation, c'est dynamique. Et si on arrive à améliorer les points d'attention du moment, il y en aura forcément d'autres et le système il a vocation à évoluer. Donc si voilà, vous me dites on est tout à fait partant pour le faire, on sera ravis. Hein. Merci. Merci. Est-ce que c'est bon? Non. Alors, le temps 2. Y a-t-il une autre question? Oui, monsieur. Il faut nous le dire, quelle est la bonne présentation? Ça commence pareil, mais ça finit pas pareil. C'est-à-dire? Ça commence par helpdesk Ineris aussi. Vous le voyez, vous, devant vous? On est perdu. Au-dessus. Non, pas celle-là, Non. Est-ce que vous pouvez revenir sur la... Voilà, merci. Oui, celle-là. Ah, c'est bon. C'est bon, merci. Voilà. Oui. Alors, rebonjour. Donc, en lien avec la présentation que vient nous faire le docteur Emmanuel, là, on va parler du PCN et nous, en lien avec la révision du CLP, les notions sur le distributeur. Voilà. Parce que, comme ça a été expliqué, en fait, donc la notification au centre antipoison, c'est pour donc les mélanges qui sont classés dangereux pour leurs effets sur la santé humaine ou pour leurs dangers physiques. Mais jusqu'à présent, l'article 45 du CLP citait clairement les importateurs et les utilisateurs en aval. Donc il y avait beaucoup de questions par rapport au cas du distributeur. Donc des questions qui étaient clarifiées dans les guides, mais qui dorénavant est clarifiée dans la révision de CLP parce que l'article 45 est mis à jour pour inclure très clairement les distributeurs et leur obligation de déclarer au centre antipoison. Donc, on savait beaucoup la question, par exemple, depuis que Synapse, vous avez entendu parler, qui était l'outil français, n'existe plus, est-ce qu'il y a un texte français toujours en vigueur qui oblige le distributeur, au sens donc, du vendeur différent du formulateur ou du réemballeur, à faire des déclarations sur la plateforme PCN, en plus de la déclaration qui a déjà été faite en amont par celui qui a la composition détaillée, donc plutôt le formulateur. Voilà. Donc, la réponse est clarifiée avec la révision de CLP et la révision de l'article 45. Donc, comme je disais, c'était ce qui était indiqué avant dans les guides. Dans les guides, ça s'appuyait sur l'obligation générale de CLP, l'article 4.10, comme quoi tous les mélanges devaient être mis sur le marché en conformité avec la réglementation. Et maintenant, c'est révisé. Donc, clairement que le distributeur qui va mettre sur le marché dans le même pays n'aura pas de déclaration PCN à faire puisque c'est le même mélange et la déclaration a déjà été faite puisque ça a été vendu en France. Enfin, là, on est en France, donc on parle en France. Par contre, un distributeur qui met sur le marché dans d'autres pays, soit il doit s'accorder avec son fournisseur par écrit pour que ce soit pris en compte en amont. Donc le formulateur, il sait quels sont tous les pays de distribution de ses clients et donc il déclare tous les pays de mise sur le marché. Soit il n'est pas au courant de tout, ou soit ils n'ont
pas envie parce que le distributeur préfère garder pour lui les pays de distribution. Et donc, c'est lui qui va faire sa déclaration PCN. Donc là, on était sur le cas du distributeur simple qui revend, qui stocke et qui revend sur le marché. Et donc, il y avait la question des pays de mise sur le marché. Après, là, pour plus précisément, il y a les distributeurs qui, en fait, changent l'étiquette ou qui apposent leur marque. Et donc, il peut y avoir parfois un nom commercial différent. Et là encore, c'est quelque chose dont on parle parce qu'on avait beaucoup ces questions-là et c'est donc révisé dans CLP aujourd'hui. Donc, par exemple, cette question-là, certains clients utilisent nos UFI, mais avec un nom commercial différent. Ces noms commerciaux ne sont pas ajoutés à notre déclaration. Le fait que le client indique notre UFI le désengage-t-il de faire une déclaration sur le portail? Donc ça, c'est quelque chose qui est révisé avec CLP dans l'article 45. Donc dans la mesure où le nom commercial du client n'est pas ajouté à la déclaration du fournisseur, le client distributeur et réétiqueteur est tenu de faire sa propre notification. Le fait qu'il utilise l'UFI ne change rien à ce niveau-là. Puisque, comme on disait, l'article 45 révisé de CLP dit bien que chaque acteur qui met sur le marché doit éventuellement notifier au centre anti-poison, et notamment là, si on change le nom commercial. Donc, il faut avoir accès au nom commercial, comme je viens de vous l'expliquer, c'est très important de l'avoir à la fin pour le centre anti-poison. Donc, soit c'est fait en amont par le fournisseur, soit c'est le distributeur qui change le nom commercial, qui va faire sa propre déclaration sur le portail. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut faire l'objet d'une mise à jour. Si c'est des nouveaux produits ou des nouveaux pays de mise sur le marché, on fait une mise à jour et c'est prévu Extended Market Area, avec mon super accent. Et on le fait très simplement pour faire plus de pays de mise sur le marché. Ou en fonction de ce qui a été déjà discuté, on peut en mettre plus que nécessaire, c'est pour ça que ça ne dérange pas. Voilà. C'était deux exemples de questions que nous, on reçoit beaucoup sur la déclaration PCN et qu'on été modifié avec la révision de CLP, plutôt clarifié. Merci. Oui, juste pour rebondir et pour compléter, c'est sûr que même si on a la déclaration avec l'UFI, mais le nom commercial est manquant, qu'est-ce qu'on va avoir comme attitude? On va douter. On va se dire, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est bien ce produit-là? Et donc, même si l'UFI a une clé d'identification, si le nom commercial n'est pas disponible, c'est des choses qu'on voit toujours régulièrement, où le distributeur nous dit la déclaration a été faite, mais elle a été faite sous quel nom commercial? Si elle est faite sous un nom commercial, le panel des noms commerciaux oublie celui du distributeur, finalement, c'est un peu comme si la déclaration n'avait pas été faite, parce qu'on ne saura pas trouver le produit, même si on le retrouve avec l'UFI, comme on n'aura pas de correspondance, on va douter, et donc ça va engendrer. Alors, l'UFI nous sort de l'ornière, mais que partiellement en réalité dans ces situations-là. Alors, monsieur, vous n'avez plus de micro. Il arrive. Nicolas Deschevaux, Sanofi. J'avais une petite question. Quel a été le rationnel pour obliger donc une déclaration au centre anti-poison pour les mélanges industriels, donc pour lesquels on a déjà une FDS, avec déjà des informations? Donc les mélanges industriels, il faut savoir, même si c'est une faible part de l'activité, les centres antipoison sont tenus de donner avis et conseils en matière d'exposition humaine dans tout contexte, toutes circonstances, et y compris sur des situations industrielles ou dans le monde du travail. Tout simplement parce qu'on est là 24 heures sur 24, et puis parce que si mettons, on est dans la meilleure situation, on est un jour ouvré, le médecin du travail est sur place, il a peut-être une bonne formation en toxicologie ou pas, et après il sait faire ses missions de prévention, etc., mais il ne saura pas forcément engager le versant thérapeutique. Donc il va demander un avis. Il va demander un avis à qui? Au médecin du centre antipoison, puisque c'est un peu le job. Et si nous, on n'a pas la composition du produit, on est embêté. Alors, néanmoins, comme le champ des possibles en termes de population potentiellement exposée, si on est dans la bonne application du concept industriel, ça ne sont que les salariés et puis à la marge, la manutention, le transport, enfin, vous voyez, tout ce qui va autour, mais pas du tout plus large, ni le grand public. Eh bien, l'idée, c'était d'avoir une déclaration simplifiée pour reprendre finalement
à minima ce qui est dans la FDS en termes de formulation et pour pouvoir accéder facilement sur demande aux compléments. Donc simplification de ce qui est déclaré, parce que activité quand même bien plus faible que le grand public, hein, je ne veux pas mentir bien sûr, mais pour autant à avis qui peut être demandé. Et ne pensez pas que les urgentistes ou les réanimateurs, j'ai de très bonnes relations professionnelles avec ses confrères, savent prendre en charge les intoxications dès lors qu'on sort du champ qui est courant. Le champ courant, c'est certains produits chimiques, je dis bien certains, les phytos, oublions, ils ne savent pas. Mon collègue de Paris sera sûrement d'accord avec moi. Et dès qu'on sort de ce qui n'est pas vu tous les jours, et notamment une large part de ce que voient les réanimateurs et les urgentistes, c'est quand même le médicament, et bien sur de la tox avec de la chimie pure et dure, savoir se dire, ben voilà, cette substance-là, on n'a pas peu de données chez l'homme, mais elle est très proche d'une autre, alors on sait comment transposer la donnée animale, enfin on se donne un moyen de transposer la toxicologie animale. Là, pour le coup, ça sera l'avis du centre antipoison. Donc voilà la réponse à votre question, mais sous un format plus simple. C'est clair. Merci. Oui, madame, juste là. Alors, Jonas Essana de Total Energy. Alors, j'avais 2 questions, notamment par rapport à la première présentation. Vous en avez parlé de la qualité des dossiers qui sont réalisés, les informations fournies au centre antipoison via ces dossiers PCN. Je me suis posé la question pour justement les MIM. Alors parfois on n'a pas l'information complète de la composition du mélange du fournisseur, donc on fait une déclaration MIM sur la base du code UEFI du fournisseur et également on intègre la FTS de ce même fournisseur. Et lorsque le fournisseur met à jour du coup sa FTS avec des nouvelles informations au niveau notamment de la section 3 de sa FTS, avec une substance supplémentaire par exemple, ou une substance qui peut être au contraire retirée de sa section 3, mais que son code UEFI reste identique, parce que sa substance, due à une évolution une évolution de la classification, se trouve être amenée à être, apparaître en section du coup 3. Nous, en tant que formulateur, mélangeur, comment devons-nous donc gérer ce cas-là? Est-ce qu'on doit remettre à jour notre UEFI, juste une simple mise à jour en conservant le même UEFI sur notre produit fini, ou devons générer un nouvel UEFI? Alors, déjà, dans ce que vous dites, le début est très intéressant parce que vous citez exactement l'intérêt du système quand un composant n'est pas une substance conceptuelle mais un mime. Vous utilisez un ingrédient, enfin un composant qui vous est fourni par un partenaire commercial, vous ne connaissez pas la composition, et c'est pour ça, en grande partie pour ça que le concept du mime a été inventé. De se dire, voilà, j'identifie bien le mélange commercial que j'intègre dans mon mélange final, une clé d'identification, l'UEFI, le nom commercial, la FDS, en plus c'est du bonus, mais vous ne connaissez pas toute la composition, mais c'est très bien, et nous on fait le chaînage, c'est ça l'idée du système. Donc ça, très bon point. Après, qu'est-ce qui se passe quand il y a des mises à jour? Alors, si la mise à jour, si le changement du UEFI du MIM est bien la conséquence d'une modification de la formulation du MIM, vous voyez que c'est comme si vous changez de composant. Et donc, ça nécessite une mise à jour. Et après, à l'inverse, si c'est simplement un changement de contenu, mais que la formulation ne change pas, donc l'UEFI devrait rester le même, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé. Maintenant, il y a des états métastables où l'UEFI changera alors qu'il ne devrait pas changer, hélas, ou alors l'UEFI ne changera pas, et la situation inverse. Mais si l'UEFI change, le principe, c'est que parce que la formulation change, au titre de qu'est-ce que c'est qu'une variation de formulation dans l'annexe 8, et on sait tous ici que, il peut y avoir une variation de formulation pas qualitative ou pas trop à la marge des seuils qu'on connaît tous bien, mais plutôt quantitative. Donc si l'UEFI ne change pas, on ne peut pas vous forcer à faire une mise à jour parce que conceptuellement, la formulation ne change pas, même si on sait que ça peut être le cas. Voilà. Donc si ça change à raison, il faut faire une mise à jour, si j'essaye de résumer et d'être objectif. Donc d'accord, vous me dites que si l'UEFI du fournisseur ne change pas, mais que
nous, sur SAFDES, on peut voir qu'il y a une évolution en termes de substance. Normalement, s'il y a une évolution en termes de substance, son UFI doit changer. Là, c'est une anomalie. Toute modification qualitative, sauf s'il y a une substance qui apparaît parce que le classement de la substance a bougé. C'est dans ce cas, oui, c'est ce cas-là Voilà. que je voulais souligner. Et si vous savez que c'est ça, à ce moment-là, effectivement, vous voyez qu'il y a une zone grise quand même. Oui, tout à fait. Donc, merci pour cette réponse. Et aussi, j'avais une deuxième question concernant, par exemple, on a fait une première déclaration parce que notre produit fini était classé, donc il rentre sous l'annexe 8. On fait une première déclaration, mais on décide par la suite de reformuler le produit. Le produit finit par être non classé vis-à-vis du CLP. Comment gère-t-on dans ce cas-là Moi, je vous encourage à garder l'esprit du système et vous aurez la clé dans l'esprit du système. Si votre produit, au final, devient moins dangereux, on peut le caricaturer comme ça, c'est bien qu'on le sache parce que derrière, on va pouvoir probablement simplifier la prise en charge. Donc, au moins faire une dernière mise à jour en disant voilà, la nouvelle formulation, c'est celle-ci. Et après, si votre produit vit sa vie et que vous ne voulez plus faire de déclaration spontanée, vous ne le faites pas. Mais de dire que ce produit-là, finalement, il y a une mise à jour. Alors, évidemment, l'UFI changera. Ce n'est pas forcément une mise à jour, mais une nouvelle déclaration. Mais ça serait quand même très intéressant. Après, on ne peut pas vous y contraindre réglementairement. Ok, merci beaucoup. Il est 15h30. On va devoir clore cette séance. Je vous remercie à tous. Une pause de 15 minutes et on reprend pour la dernière session de la journée. Merci.